Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé par des institutions, The Bankers Club et le FPM. Ce webinaire a pour thème l'état des lieux de la lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en République démocratique du Congo. C'est un terme qui est puisé dans le domaine des crimes financiers. Je voudrais à présent vous présenter les institutions qui ont organisé ce webinaire. Commençons par The Bankers Club. The Bankers Club est un club rassemblant les professionnels du secteur financier en République démocratique du Congo, visant à stimuler la réflexion entre les acteurs autour des thèmes importants pour les secteurs. Le club a été créé en 2019. Il a, depuis sa création, organisé plusieurs conférences rassemblant en moyenne 150 à 170 participants et d'autres conférences en mode virtuel en période de forte pandémie. L'objectif de The Bankers Club est de favoriser la prise de contact, le partage d'expériences, l'inspiration, l'information et la formation des acteurs du domaine évoluant dans les secteurs financiers, des assurances et des mobile money à travers des conférences ou des séminaires de formation, des réunions plus formelles dans le but de contribuer tant soit peu au développement du secteur. Le club a organisé plusieurs conférences sous forme de breakfast meeting ou d'afterwork. Les termes variés ont tourné autour des sujets importants du secteur et ont permis de réfléchir sur les problématiques et les perspectives d'avenir. Le FPM. Le FPM est un fonds multibailleur qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. Il vise à soutenir la construction et le développement d'un système financier inclusif et responsable en offrant des services d'assistance technique adaptés aux institutions financières qui servent des micro, petites et moyennes entreprises et des populations actives à faible revenu qui présentent un réel potentiel de développement. Le FPM a été institutionnalisé en 2010 en tant qu'association sans but lucratif de droit congolais avec comme directeur général M. Jean-Claude Tetika. En 2014, les véhicules frères, le FPM SA, qui a comme directeur général M. Carlos Kalambay Kabangu, a été créé pour assurer également le refinancement des institutions financières en République démocratique du Congo. Les deux entités sont depuis complémentaires. Le FPM ASBEL apporte une assistance technique aux institutions financières en offrant les produits de services financiers au MPME et le FPM SA est dédié au refinancement des institutions financières servant la même cible. Les deux véhicules sont les entités légales différentes, chacune avec ses propres institutions de gouvernance, et les actionnaires ou bailleurs des deux véhicules sont en partie les mêmes. À présent, je voudrais vous présenter les intervenants, mais avant de pouvoir présenter les intervenants, je commence par me présenter moi-même. Je suis Jean-Espoir Bakatunamina Kakamba. Je suis secrétaire général de The Bankers Club. Je suis également directeur juridique et secrétaire général de Citibank en République démocratique du Congo, avec une expérience en matière de droit des affaires, lutte contre le blanchiment des capitaux, compliance et toutes les questions liées à la gouvernance d'entreprise. Je vais pouvoir vous présenter les experts qui vont intervenir. Nous avons 3 experts de haut niveau. Le premier expert s'appelle Jules Ndambo. Jules est expert senior en gestion des risques et lutte blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme, avec une expérience de plus de 13 ans. Il a travaillé comme manager senior dans la branche Financial Risk Advisory de Deloitte à Luxembourg. Il est actuellement représentant pays en RDC de Cross Boundary, qui est une institution spécialisée dans les conseils à l'investissement et la gestion des fonds. Il est également fondateur du cabinet conseil Impact Analytics Group en RDC. Il détient un master en finance de la Frankfurt School Finance and Management et il a divers certificats professionnels en gestion des risques. Le deuxième expert qui va intervenir, c'est Madame Jolie Mbala.
Madame Jolie Mbala est juriste. Elle est sortie de l'Université catholique de Louvain avec une agrégation de l'enseignement supérieur secondaire en sciences économiques, sociales et juridiques. Elle est également détentrice des certificats interfacultaires de développement pédagogique en enseignement supérieur de l'Université de Liège. Elle est titulaire de plusieurs certifications comme gestionnaire des conformités et spécialiste de lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Madame Mbala a 18 ans d'expérience professionnelle, dont 15 dans le secteur bancaire. Elle est directrice des conformités chez Ecobank RDC. Elle est également présidente de la commission conformité de l'Association congolaise des banques et membre de la CAMS. Le troisième expert s'appelle Emmanuel Tabou. Emmanuel a un diplôme d'études supérieures en droit public international et relations internationales de l'Université de Kinshasa. Il a 20 ans d'expérience professionnelle, dont 8 dans les secteurs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau de la cellule nationale de renseignement financier, en sigle CNRF. Actuellement évaluateur, c'est-à-dire expert juridique du groupe d'action contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme en Afrique centrale. Il est chargé de la réglementation et de la coopération internationale à la cellule nationale des renseignements financiers. Emmanuel est expert en question d'évaluation en matière de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, y compris la prolifération. Voici les points qui constituent l'ordre du jour ou l'agenda de ce webinaire. Le premier point sera donc le mot d'introduction. Nous passerons par la suite à l'exposé. Puis il y aura une conclusion et un mot de la fin pour finir. Je voudrais que nous puissions observer tous un certain nombre de règles et un petit protocole pour nous assurer du bon fonctionnement du webinaire. Alors, pour cela, je vais vous proposer de pouvoir vous assurer que vos micros sont bien coupés. Mais de toutes les façons, nous allons aussi nous-mêmes nous assurer que les micros sont coupés pendant que les intervenants font leur exposé. Vous pouvez adresser vos questions aux intervenants via la fonction questions et réponses qui est dans la barre d'outils de Zoom. N'hésitez pas non plus de partager, d'interagir avec nous en partageant aussi vos expériences et vos avis sur le chat. À présent, nous passons au mot d'introduction. Le mot d'introduction nous sera dit par Madame Félicité Singa-Boyenge. Mais avant, je voudrais la présenter. Madame Félicité Singa-Boyenge a 28 ans de carrière dans le secteur bancaire à des postes stratégiques. Elle est actuellement à la tête d'un cabinet de conseil. Elle est intervenante et formatrice. Elle est cofondatrice et présidente de The Bankers Club et de l'Association des administrateurs du Congo. Elle est PCA de Airtel Money. Elle est aussi administrateur à Suno Assurance. Félicité, vous avez la parole. Merci Jean-Espoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est en ma qualité de présidente de The Bankers Club que je prends la parole maintenant. Juste un petit mot d'introduction sur les échanges de ce jour qui porteront sur le thème « L'état des lieux de la lutte anti-blanchiment de capitaux et financement du terrorisme ». En effet, je pense qu'il est temps de parler du contexte de renforcement continu et croissant des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCB-FT en sigle, et les sanctions internationales qui peuvent en découler si nous faisons défaut, nous ne respectons pas les règles, et comment les banques assurent-elles le suivi et répondent-elles aux exigences actuelles. Encore faut-il comprendre de quoi parlons-nous aujourd'hui exactement, quelle est l'importance du sujet. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est l'une des priorités majeures aujourd'hui dans le secteur financier. Elle prévoit une série de mesures visant à mieux lutter contre le financement du terrorisme et à garantir une meilleure transparence des transactions financières. Elle s'inscrit dans un double objectif, la première étant prévenir les activités criminelles en les privant de fonds,
Et la deuxième, assurer la solidité, l'intégrité et la stabilité du système économique financier. En effet, le secteur financier est exposé au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment, sous la supervision de la direction de la CNRF, qui a la lourde tâche de la vigilance et le contrôle des acteurs en RDC. Pour protéger l'intégrité de notre système économique et financier, avec le soutien, bien entendu, de la Banque centrale, de l'Inspection générale des finances, de l'Agence de lutte contre la corruption et du gouvernement. Je voudrais ici rappeler que les banques et toutes les institutions financières opérant en RDC ont aujourd'hui une obligation réglementaire, pour en citer que quelques-unes, l'évaluation des risques, l'identification et la vérification de l'identité des clients et leurs bénéficiaires effectifs, les mesures de vigilance à l'entrée et tout au long de la relation avec le secteur bancaire et financier, l'obligation de déclaration à la CNRF, bien sûr, en cas de soupçon, et le contrôle interne et le reporting. Il y en a beaucoup plus, mais bon, j'en ai cité que quelques-unes. Juste pour rappeler, on ne saurait parler de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sans parler de GAFI. GAFI, qui est le groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux. Et ce sont des instances internationales qui ont mis en place une quarantaine de recommandations constituant le fondement des efforts de lutte contre le blanchiment, conçus pour une application universelle. Le rôle du GAFI est d'identifier les juridictions ou les pays, plus précisément, qui sont encore en retard en termes de mesures. Et elle publie régulièrement une liste, et la dernière liste qui a été publiée en 2022 comporte 23 pays qui sont sur la liste grise. Je vais citer quelques pays africains. Le Mali, le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, le Soudan du Sud, l'Ouganda. Et sur la liste noire, il y a 2 pays, l'Iran et la Corée du Nord. Nous pouvons également mentionner la création de GABAC en 2002, qui est le groupe d'action contre le blanchiment d'argent, mais en Afrique centrale, je précise. La RDC a intégré GABAC en 2017. Les exigences de GABAC sont calquées sur les exigences de GAFI, bien sûr. La CNRF traite, analyse, contrôle, supervise toutes les sociétés, toutes les institutions financières qui se doivent de reporter régulièrement les soupçons lorsqu'elles estiment qu'il y a lieu de les reporter. Récemment, la CNRF a été interpellée par le dernier rapport justement de GABAC et a lancé des ateliers provinciaux pour sensibiliser, rappeler les exigences et les recommandations qui ont été faites. Elle a, heureusement pour elle, depuis peu, une nouvelle direction et de plus de moyens, bien sûr, en ressources humaines et des moyens financiers pour mener à bien ses missions. Quand on sanctionne, certains pays et certaines institutions ont déjà fait l'objet, je pense que vous avez pu suivre ça dans les médias, de sanctions suite à des défaillances. Une défaillance peut entacher la réputation, entraîner le retrait d'agrément ou la clôture des comptes correspondants, ce qui ne permettrait pas aux institutions, aux banques commerciales de pouvoir opérer au niveau des transactions internationales, import et export. Pour se mettre dans le contexte, voici quelques remarques qui ont été rapportées, reprises dans le rapport de GABAC. La RDC est particulièrement, là je lis bien sûr quelques points qui ont été relevés, la RDC est particulièrement exposée à des risques de blanchiment de capitaux liés à l'intégration dans le système financier des produits issus de la corruption, de détournement de deniers publics, de la fraude douanière, des fiscales, de braconnage, du trafic d'espèces phonétiques et d'espèces forestières protégées du trafic de minéraux. Ces risques sont accentués par la vulnérabilité inhérente à l'importation du secteur informel, la prépondérance de l'utilisation de cash dans les transactions financières, le faible niveau d'inclusion financière et l'insuffisance du cadre législatif et réglementaire encadrant les différents acteurs. Les dispositifs congolais de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est fragilisé également par la capacité et l'intégrité morale assez limitée des enquêteurs et des magistrats dans le cadre des poursuites judiciaires. Nous pouvons également citer l'insuffisance du cadre législatif et réglementaire
qui laisse certaines institutions financières en dehors du champ d'application de l'ensemble des mesures préventives relatives au blanchiment des capitaux. Voici dans les grandes lignes le cadre d'échange. Où en sommes-nous et où voulons-nous aller? Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, je laisse les experts de ce jour développer les différentes thématiques. Ce genre de conférence permet en effet de se poser les bonnes questions, savoir comment faire face aux différents défis et risques auxquels le secteur peut être confronté, voir quelles sont les perspectives et sur les nouveaux enjeux économiques, politiques, réglementaires et légaux, aussi bien national qu'international, et voir comment pouvons-nous en sortir, comment pouvons-nous, au sortir de cette rencontre, interpeller les différents acteurs pour accompagner au mieux les instances de la République à se préparer pour les prochains rendez-vous. J'espère que les échanges de ce jour seront l'occasion de déboucher sur des débats, veuillez m'excuser, sur des débats enrichissants, constructifs. C'est le but, et que chaque participant ressortira de cette séance avec une meilleure perception des enjeux et des perspectives à venir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Jean-Espoir, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Félicité. Je propose à présent que nous puissions passer à l'exposé. Et notre exposé comprend un certain nombre de sous-thèmes. Le premier sous-thème porte sur le retour sur les principaux constats de l'étude menée par le FPM. Ce sous-thème sera animé par Jules Ndambou. Jules, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean-Espoir. Bonjour, mesdames et messieurs, participants à cette séance de webinaire sur les sujets qui concernent le blanchiment capitaux et puis la lutte contre le financement du terrorisme. Donc, nous avons effectué une étude pour le compte du FPM en 2020 et une partie a été finalisée en 2021. Je vais peut-être commencer mon propos par planter le décor pour revenir un peu sur un certain nombre de choses que Félicité a déjà mentionnées. Donc, la situation est que notre pays, la RDC, est un pays à haut risque, LAB-CFT. Et je vais l'illustrer par 4 points très rapidement. On a la corruption et le détournement des deniers publics qui ont déjà été mentionnés, la forte prédominance du cash dans l'économie. Mais je vais aussi rajouter ici les activités des bandes armées et la porosité de nos frontières. La RDC est un pays qui partage les frontières avec 9 voisins. Donc, c'est-à-dire que la dimension, donc la problématique plutôt de l'AB-CFT prend très rapidement une dimension transfrontalière. Et le 4e point que je vais mentionner ici, c'est la dollarisation de notre économie qui pose aussi un problème d'un point de vue technique, surtout parce que, comme vous le savez bien, en matière de prévention du blanchiment de capitaux, l'idée c'est toujours de limiter les opérations en cash. Il y a un certain temps, la Banque centrale avait lancé le projet RTGS pour accélérer les transferts ou les virements domestiques interbancaires. Ce projet-là avait été mis à l'arrêt, notamment suite au constat fait par le département de Trésor américain qui disait qu'il fallait absolument auditer le système pour éviter effectivement qu'on ait des cas où, compte tenu de tous les facteurs que nous avons mentionnés ici, certains auteurs des crimes financiers pourraient utiliser les secteurs bancaires pour blanchir de l'argent, et avec les transferts en temps réel d'une banque à une autre, cela pourrait accélérer davantage donc, le blanchiment d'argent. Ce sont les 4 points que je pose en termes de décor qui montrent qu'il y a la gravité, la complexité de cette thématique. Je passe très rapidement au dispositif légal et réglementaire. Le dispositif légal et réglementaire, comme on le voit un peu ici à l'écran, chez nous en RDC, donc en 2004, on a mis en place la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux et la création aussi de la cellule nationale des renseignements financiers, CNRF. Mais cette loi, aujourd'hui, n'est pas adaptée
au contexte international, aux dispositions que nous avons, notamment les 40 recommandations du GAFI, qui ont évolué depuis 1990 où on a eu les premières recommandations. On a un dispositif amélioré en 2012 et nous, notre loi est un peu obsolète parce qu'elle date de 2004. Et puis, en plus de ça, la Banque centrale du Congo avait aussi mis en place un certain nombre de mesures, notamment à travers les instructions numéro 15, 15 bis, etc., et dans une certaine mesure aussi l'instruction numéro 17, qui permettent comme ça donc de travailler sur des sujets de prévention, mais aussi des diligences qu'il faut mettre en place dans la sphère donc, qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Là aussi, il y a des efforts à faire, parce qu'il y a eu quelques rétropédalages, notamment au niveau des dérogations pour le plafond des transactions en espèces, hein, donc, qui est de 10 000 $. Première sorte de dérogation, transactions pour le compte du Trésor et puis dans les zones non desservies. Aujourd'hui, il y aurait plus de dérogations, mais dans la réalité de fait aussi, il faut que les institutions politiques donnent le ton, hein, parce que notamment quand il s'agit des paiements au niveau des institutions politiques nationales, des fois ces plafonds sont dépassés. Et pour la problématique des zones non desservies, là c'est très important aussi de mentionner ici que il est important que le Congo soit doté d'un outil cartographique qui permet vraiment d'identifier facilement où sont ces zones qui sont à 10 km, 20 km, 30 km d'une agence des banques, parce que compte tenu du faible taux de bancarisation dans le pays, il y a certaines opérations économiques qui se tiennent très loin du réseau de couverture bancaire. Et il faut trouver une solution technique pour s'assurer que les acteurs économiques peuvent conduire leurs activités sans trop de problèmes. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc là, nous faisons très rapidement une comparaison entre le dispositif réglementaire, mais aussi l'instruction numéro 15, et je peux épingler très rapidement quelques points. La thématique de la prolifération n'est pas vraiment prise en compte dans le dispositif congolais. Aujourd'hui, le dispositif que nous avons en place concerne beaucoup plus l'établissement des crédits, alors que nous savons très bien que le secteur bancaire représente aujourd'hui, en termes de PIB, que 30% de PIB si je prends le total actif, et que quand on prend la masse monétaire en circulation, une bonne partie, c'est plutôt du cash. L'achat, par exemple, des actifs importants comme l'immobilier, ça se fait en cash en RDC. Et là, effectivement, il n'y a aucune règle qui est appliquée, notamment en termes de plafond de transaction dans le secteur réel. Les organismes à but non lucratif aussi ne sont pas suffisamment surveillés, parce que là aussi, il y a des possibilités, qui est notamment ici dans quelques opérations qui vont dans le sens de blanchiment de capitaux, mais qui ne sont pas couverts par la réglementation existante. Et puis, en plus de ça, le focus est sur les établissements de crédit, mais on sait très bien qu'il y a une messagerie financière, notamment les assurances aussi, brassent de l'argent, mais aujourd'hui, ils ne sont pas encore parfaitement pris en compte dans les dispositifs existants. On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait, au terme de l'étude, une comparaison rapide de 7 grandes dimensions que nous avons en termes de l'ABCFT, mappées un peu aux 40 recommandations GAFI, et il en ressort très clairement qu'il y a des améliorations qui doivent être apportées partout, et on a 3 domaines ici importants où on a vraiment des lacunes importantes en RDC. Donc, premièrement, c'est la politique, la coordination, la CFT. À ce niveau-là, il n'y a pas de stratégie globale sur le sujet chez nous au pays. Quelques institutions existent, notamment en la matière, Colub, Foluco, etc., mais elles ne sont pas suffisamment équipées. On peut aussi ajouter l'OCEP, qui est censé travailler sur la lutte contre la corruption. J'ajoute aussi un deuxième point ici qui concerne un peu les mécanismes de transposition des sanctions internationales dans le pays. Les banques le font par peur de perte de correspondants bancaires, mais aujourd'hui, il y a des vraies problématiques pour mettre en place ou transposer les résolutions 1267, 1373 des Nations Unies en RDC. Et il y a des problématiques aussi au niveau des cours des tribunaux, parce que nous sommes un pays à haut risque, mais aujourd'hui, dans le pays, il est très clair qu'il n'y a pas de procédure judiciaire engagée
sur la thématique de lutte anti-blanchiment. Il n'y a pas vraiment des sanctions qui s'ensuivent aussi, alors que nous sommes un pays à très haut risque. Donc, compte tenu de toutes ces problématiques et des constats que nous avons faits au travers de l'étude, il a été décidé, donc au niveau du FPM, de mettre en place un plan d'intervention avec quelques axes. On peut passer au slide suivant. Et l'approche ici, c'est vraiment une approche, je dirais, écosystème, parce que de manière traditionnelle, le FPM a toujours travaillé, je dirais ici, avec les institutions financières, banques, IMF, COPEC, mais on se rend compte que les problèmes qui sont liés au blanchiment de capitaux vont au-delà du secteur financier et des institutions que je viens de mentionner tout à l'heure, et qu'il faut agir aussi en amont et travailler avec d'autres acteurs clés de l'écosystème. Et la mise en place des mesures de renforcement de capacité ici nécessite vraiment une collaboration entre les différents acteurs. Et les 4 axes d'intervention ici, donc dans les très courts termes, se résument comme suite. Donc là, on a premier élément, c'est un programme de formation et de coaching sur les labs CFT pour les institutions financières. Le programme va être lancé à la fin de ce mois, et d'ailleurs, c'est notre cabinet qui va travailler dessus. Et donc, c'est aussi l'occasion à travers ce webinaire de voilà, véhiculer le message et de demander aux institutions financières d'envoyer des participants. La formation, en tout cas pour le pilote, est gratuite. Et puis, nous avons toute une série des programmes d'assistance technique directe et de conseil adressés aux institutions financières. Il y a des appels d'offres qui sont déjà en cours sur les sujets, et d'ici la fin de l'année, il y aura d'autres appels d'offres pour renforcer aussi les capacités vraiment à l'interne au niveau des institutions. Et pour les autres acteurs clés de l'écosystème, il y a des actions à 2 niveaux, outils, mais aussi procédures opérationnelles. Et donc là, j'ai parlé de la problématique, par exemple, d'une cartographie interactive des zones non des institutions financières, mais il y a aussi toutes les problématiques de renforcement, capacité de toutes les institutions que j'ai mentionnées ici, procédures opérationnelles aussi, pour s'assurer effectivement que, par exemple, quand on parle du reporting, ici des opérations suspectes, qu'on voit aussi en termes de fréquence, un nombre important de ce reporting qui doit augmenter. Je vais m'arrêter là et accorder, prendre peut-être quelques questions s'il y en a déjà, sinon je vais accorder la parole aussi à mes co-débatteurs ou orateurs pour continuer avec les autres thématiques. Merci. Merci beaucoup, Jules. À présent, nous allons prendre quelques questions. Nous avons reçu 2 questions que nous voudrions adresser à Jules. Alors, je vais poser la première question qui a été reçue de l'assistance. Jules, vous allez y répondre, et par la suite, nous passerons à la deuxième question qui a été posée par le public. Alors, la première question, Jules, quelles seraient, selon vous, les mesures les plus urgentes à mettre en place et par quelle autorité? Très bien. Je pense qu'il y a 2 mesures urgentes à mettre en place pour améliorer notre situation et notre profil des risques en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. La première mesure phare, c'est vraiment faire évoluer notre cadre légal. Comme j'ai mentionné, la loi sur les blanchiments de capitaux est dépassée. Les normes internationales et sous-régionales ont été adaptées. Il faut impérativement adopter, promulguer une nouvelle loi qui sera en phase avec les dispositifs qu'on a sur le plan international. Deuxième mesure phare, c'est vraiment s'assurer qu'au niveau de la justice, on peut commencer à avoir des procédures judiciaires sur les délits, crimes financiers liés au blanchiment des capitaux, et des sanctions qui s'en sortent. Parce que, comme j'ai dit dans l'introduction ici, nous sommes un pays à très haut risque, et il est complètement aberrant que dans un tel contexte, qu'il n'y ait pas des procédures judiciaires pour des crimes financiers commis dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
Et donc, très clairement, pour la première mesure, il s'agit du Parlement qui doit adopter donc, la nouvelle loi et puis la promulguer. Et pour la deuxième mesure, il faut une réforme au niveau de la justice et des cours et tribunaux pour s'assurer que on voit de plus en plus de sanctions dans ce domaine, parce que c'est ce qui va rassurer les partenaires internationaux et tout le monde sur le fait que ce sujet est de plus en plus pris au sérieux ici en RDC. Merci, Jules. La deuxième question qui est posée, parfois il y a des institutions qui pensent qu'elles ne sont pas concernées ou impactées par tous ces problèmes de blanchiment des capitaux. Est-ce que, selon vous, vous pensez que les institutions de microfinance, par exemple, sont également impactées par cette problématique? La problématique de lutte anti-blanchiment, et surtout si on la prend dans son aspect qui concerne l'application des sanctions internationales, concerne toutes les institutions. C'est vrai que les banques ont un peu fait les frais au niveau couverture médiatique pour des cas un peu emblématiques sur le sujet. Mais en tout cas, l'étude que nous avons menée avait démontré très clairement qu'on retrouvait effectivement dans certaines institutions de microfinance la place des personnes politiquement exposées qui étaient sous sanctions internationales, mais qui se retrouvaient donc là-dedans avec des dépôts et tout ça. Donc, c'est vrai que les problèmes ne se posent pas avec, je dirais, la même ampleur, parce qu'au niveau des institutions de microfinance, on parle des transactions qui sont quand même assez limitées, qui sont de petite taille, etc. Mais voilà, il faut une mise à niveau des dispositifs, à la fois au niveau des banques, parce qu'on constate qu'il y a des gaps et des efforts aussi consentis. Et d'ailleurs, comme je disais tantôt, les banques, au moins par crainte de perte de correspondants bancaires, mettent en place les diligences en place. Mais au niveau des institutions de microfinance, il y a aussi voilà, un travail important qui est à faire à ce niveau-là. Merci. Merci beaucoup, Jules. À présent, nous allons passer au deuxième sous-thème. C'est tellement intéressant. Les institutions financières sont au centre en tant qu'acteurs privés. Et donc, ces sous-thèmes concernent les meilleures pratiques qui ont été mises en place de manière pratique et depuis ces dernières années par les acteurs du secteur financier pour lutter contre les crimes financiers, même à l'absence d'un cadre structuré, et quelles leçons que nous pouvons-nous tirer des différents scandales qui ont été connus récemment. Madame Jolie Mbala va nous entretenir sur ces sous-thèmes. Madame Mbala, vous avez la parole. Merci Jean-Espoir. Bonjour à tous les participants, bonjour aux panélistes et merci aux organisateurs de ce webinaire. Alors, en ce qui concerne les meilleures pratiques qui ont été mises en place au niveau du secteur financier, particulièrement le secteur bancaire que je représente en ma qualité de présidente de la commission conformité de l'Association congolaise des banques. Pour en parler, il faudrait brosser le contexte. Madame Singa a bien repris quelques points pertinents du contexte dans lequel se trouve actuellement le secteur financier et le secteur bancaire en particulier. J'aimerais juste rappeler, à côté de ce qu'elle a bien expliqué tout à l'heure, l'exercice du pouvoir disciplinaire de la Banque centrale du Congo. Il faut signaler qu'il y a certaines banques et certaines institutions financières de la place qui ont connu des sanctions pécuniaires ou administratives du fait de la violation de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. J'aimerais également aussi signaler le fait que depuis bientôt presque 7 à 8 ans, on a eu toute une série d'articles de presse ou de rapports d'ONG internationales qui ont fait part de certaines situations, de certains cas de violation des règles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le secteur, ce qui a impacté la réputation
des banques. Donc ça, c'est un peu en dehors de ce que Madame Félicité Singh a repris tout à l'heure, c'est le contexte dans lequel se trouve le secteur bancaire actuellement. Et quelles sont les leçons qui ont été tirées de tout ce qui s'est passé ces dernières années et les meilleures pratiques qui ont été mises en place? En fait, pour parler des meilleures pratiques, premièrement, j'aimerais signaler dans la slide qui va suivre que les banques en elles-mêmes ont connu au niveau réglementaire une certaine évolution de par l'adoption de l'instruction numéro 17 de la Banque centrale portant sur les règles prudentielles en matière de contrôle interne. À la suite de cette modification, la Banque centrale a renforcé les prérogatives des responsables de conformité au sein des banques en renforçant leur indépendance, en permettant que ces responsables de conformité soient rattachés directement en termes hiérarchiques à la direction générale avec un lien fonctionnel au comité d'éthique et de conformité du conseil d'administration. Autre chose qu'il faut signaler aussi, c'est que plusieurs banques sur la place ont soit fait certifier, soit fait auditer par des cabinets d'audit indépendants et de renom leurs dispositifs en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux afin d'identifier de manière objective, avec un œil externe, les dispositions à mettre en œuvre pour pouvoir renforcer les dispositifs respectifs. Mais aussi, les banques ont acquis des nouveaux outils en matière de KYC et contrôle des opérations plus performants que ceux qui existaient avant, ou pour les banques qui n'en avaient pas, elles se sont dotées d'outils, ce qui permet de renforcer le dispositif existant. Mais à côté de ça, j'aimerais aussi relever en ce qui concerne les meilleures pratiques, c'est le cadre d'échange qui est mis en place grâce à l'intervention de l'Association congolaise des banques entre la Banque centrale, la CNRF et le secteur bancaire. Et enfin, l'ACB a mis en place une commission conformité qui a adopté une charte qui a été diffusée à tous les membres. Et cette charte contient en fait les standards minimums à mettre en place au sein de chaque institution bancaire en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Voilà un peu quelques exemples, il y en a d'autres, hein, mais quelques exemples de meilleures pratiques qui ont été mises en place au niveau du secteur bancaire. Maintenant, est-ce que cela suffit? Et je ne veux pas par là dire que tout est rose, que tout va bien au niveau du secteur bancaire. Il y a des efforts à faire. Et la conformité, j'aime souvent le dire, c'est une course perpétuelle vers la perfection. On n'est jamais totalement à 100% conforme, donc on poursuit nos efforts. Et parmi les défis que le secteur bancaire doit relever aujourd'hui et des choses qui doivent être continuées à être renforcées, il y a notamment la mise en œuvre efficace des politiques et des procédures en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Certes, toutes les banques ou toutes les institutions financières ou les établissements de crédit en général sont dotés de politiques et de procédures, mais est-ce qu'elles sont mises en œuvre? Et quand elles sont mises en œuvre, est-ce que cette mise en œuvre est efficace? Ça, c'est l'un des challenges que nous devons relever encore au niveau du secteur bancaire. Autre point d'amélioration, autre défi que nous devons relever, c'est l'augmentation du nombre de déclarations de soupçons à la cellule nationale des renseignements financiers. C'est vrai que par rapport à il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, on peut noter au niveau de la CNRF une augmentation en termes statistiques des déclarations de soupçons qui sont adressées par le secteur bancaire à la cellule nationale des renseignements financiers. Mais lorsque l'on regarde le contexte du pays, et notamment notre économie qui est basée sur les transactions en numéraire ou en cash, il y a lieu de noter qu'on est dans un contexte ou un environnement qui devrait nous pousser à faire plus de déclarations de soupçons que celles que nous réalisons actuellement. Aussi, j'aimerais relever le fait que les banques restent encore aujourd'hui confrontées au défi de l'identification de la clientèle. Identification, oui. Julie, si vous permettez, je reviens un tout petit peu sur
le point que vous soulevez concernant la faible déclaration des soupçons. Je note une demande de réaction à chaud du côté de la CNRF. Je voudrais suggérer que M. Emmanuel Tabou puisse dire un mot là-dessus parce que la CNRF demande effectivement de pouvoir poser un mot sur ce point spécifiquement à chaud. Merci, Jean-Espoir de la parole. Merci, Jean-Espoir de la parole m'accorder. Effectivement, comme le disait Joly, lorsque nous regardons la situation, les contextes, le risque dans notre pays, lorsqu'on évalue ce risque-là, on se rend compte qu'effectivement, les déclarations d'opérations suspectes qui arrivent au niveau de la CNRF sont encore insuffisantes. Insuffisantes, d'autant plus que ici, comme elle l'a dit, il y a généralement les établissements de crédit, des banques commerciales, qui généralement font des déclarations de soupçons. Il n'y a pas que les banques commerciales qui sont des assujettis, mais il y a plusieurs assujettis. Donc, dans le nombre des assujettis, vous avez d'autres assujettis qui ne déclarent pas les soupçons au niveau de la CNRF. On a parlé ici des agences immobilières, notamment. Vous savez, dans l'immobilier, il se trouve beaucoup d'argent blanchi, mais il n'y a pas de déclaration de soupçons dans ces cas. Dans le domaine des mines, il n'y a pas de déclaration de soupçons dans ce cas. Donc, les banques commerciales sont à féliciter pour les différentes déclarations de soupçons qu'elles font. Déjà, il y a un effort, comme elle a dit, au jour d'aujourd'hui. Alors, ceux qui ne font pas de déclaration de soupçons, ce soit, en fait, je pense qu'on a perdu un tout petit peu Emmanuel. Je propose que Joly, vous puissiez reprendre la parole pour pouvoir continuer. De manière générale, nous notons que la CNRF confirme effectivement le fait qu'il y a ces faibles taux de déclaration et qu'il y a effectivement l'analyse à faire sur les causes de cette faible déclaration. Nous reviendrons un peu là-dessus. Et donc, il y a ces problèmes qui se présentent réellement. Merci beaucoup, Jean-Espoir. Emmanuel, merci. Joly, vous pourrez, s'il vous plaît, prendre la parole. Merci Jean-Espoir, merci Emmanuel. Donc, je disais, parmi donc, les défis à relever et des points d'amélioration au niveau du secteur bancaire, donc il y a l'augmentation du nombre des déclarations de soupçons, donc poursuivre nos efforts. Il y a aussi le défi de l'identification de la clientèle. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas un registre centralisé de la population où un seul individu peut être détenteur de plusieurs documents d'identification avec plusieurs identités. Ça reste des défis aussi qui concernent à la fois, qui nécessitent à la fois l'intervention des pouvoirs publics, mais la mise en place de diligences spécifiques au niveau des banques connaissant ce risque important. Et derrière l'identification de la clientèle de manière générale, il y a aussi le point sur l'identification des bénéficiaires effectifs qui fait partie de ces diligences ou de ces points qui restent à améliorer au niveau du secteur bancaire et aussi au niveau même du personnel des banques, que ce soit le personnel de la conformité, mais aussi les dirigeants et tous les membres du personnel des banques, que ceux-ci puissent s'approprier des principes, des risques et des mesures de mitigation de ces risques LCB-FT. Alors, l'adoption des meilleures pratiques, comme je l'ai dit en abordant ce sujet sur les défis, est un projet de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Nous courons vers la perfection, comme je dis, mais le secteur bancaire congolais seul
ne peut pas seul jouer ce rôle de l'amélioration des pratiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. Les banques évoluent aujourd'hui dans un écosystème où il y a plusieurs acteurs. On a entendu tout à l'heure dans l'intervention de M. Ndambou, il a parlé de toute une série d'acteurs et je rejoins tout à fait son point de vue, c'est que les meilleures pratiques, oui, les banques peuvent les mettre en place, mais elles ne doivent pas être le seul acteur à mettre en place ces pratiques parce que aujourd'hui, quand on se positionne parfois dans notre écosystème financier, on a parfois l'impression que les banques sont les seuls à saisir parfois et avec certains autres assujettis les risques et les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux, les enjeux du rapport d'évaluation mutuelle du GABAC que nous avons eu, pour lequel nous avons eu l'année dernière le rapport et le risque que le pays soit placé sur la liste grise et derrière toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de correspondants bancaires et autres. Donc, il est important ici pour qu'on puisse continuer dans cette dynamique au niveau du secteur bancaire de la mise en place des meilleures pratiques, que tous les acteurs soient engagés. Et quand je parle des acteurs, je vois les pouvoirs publics. On a parlé du cadre réglementaire au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement, que l'on améliore et que l'on renforce le cadre réglementaire existant, que le projet de loi qui est actuellement en cours de discussion soit vite adopté pour que la RDC soit au standard. Mais il y a aussi la clientèle des banques. Il faut dire que parfois, les clients mettent une certaine pression sur les banques pour les amener parfois à prendre des décisions en violation de la réglementation. Je pense notamment à l'instruction numéro 15 bis qui interdit de réaliser des opérations en espèces ou avoir de 10 000 $ ou plus en espèces ou par titre au porteur. À côté de cela, on en a parlé aussi, le premier intervenant, on a parlé, ce sont les autres assujettis à la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Je pense aux casinos, je pense aux coopératives d'épargne et de crédit. Je vois aussi l'intervention des partenaires internationaux comme le FMI qui accompagne la RDC dans le renforcement du cadre réglementaire. Il y a aussi la CNRF qui doit poursuivre ses efforts de renforcement de son expertise, de son expérience. Elle doit s'outiller, renforcer les règles en matière de confidentialité et de respect du secret professionnel. Mais il y a aussi la Banque centrale qui doit accompagner les institutions financières en tant qu'autorité de régulation. La Banque centrale doit aussi accompagner les institutions financières dans le cadre réglementaire, mais aussi dans le suivi de la mise en œuvre. Et tout ceci, à mon avis, permettra au secteur bancaire et au secteur financier de manière générale à renforcer son cadre parce que tout ne peut pas reposer malheureusement, comme on le constate aujourd'hui, sur le secteur bancaire en termes d'adoption des meilleures pratiques. Donc voilà un peu mon propos de ce matin. Merci encore à Jean Espoir et je serai ravie de prendre des questions s'il y en a. Merci à tous. Merci beaucoup, Jolie. Les questions, il y en a beaucoup, mais faute de temps, nous allons prendre une seule question pour Jolie. En fait, Jolie, il est vrai qu'aujourd'hui, vous représentez, entre autres, l'Association congolaise des banques. La question est celle de savoir si la CB, l'Association congolaise des banques, peut exclure une banque qui a fait l'objet de scandales de manière récurrente sur la problématique des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. OK. Bonne question. Merci Jean Espoir. En fait, il faut savoir que l'adhésion à l'Association congolaise des banques
et du fait de la loi du 2 février 2002 relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Il y a une disposition de la loi bancaire, comme on l'appelle communément, qui prévoit que tous les établissements de crédit qui sont agréés par la Banque centrale sont tenus, donc ce n'est pas une option, sont tenus d'adhérer à l'association professionnelle de la catégorie de laquelle elle relève. Donc, dans le cas des banques, par exemple, c'est l'Association congolaise des banques qui représente cette association-là et qui agit en tant que corporation porte-parole de l'ensemble du secteur vis-à-vis des pouvoirs publics, de la Banque centrale et des partenaires internationaux. Et donc, du fait de ce que l'adhésion à l'ACB est une obligation légale, l'association en tant que telle n'a pas la possibilité d'exclure un de ses membres au risque de violer la loi. Maintenant, il faut savoir que l'ACB étant dotée des statuts et d'un règlement d'ordre intérieur, elle a toujours la possibilité de mettre en place, comme cela existe dans toute autre association, des mesures de sanctions ou des mesures restrictives vis-à-vis de certains de ses membres, de l'un de ses membres qui aurait commis l'un ou l'autre méfait. Mais ces sanctions ne peuvent pas aboutir à l'exclusion du membre, étant donné que cela est du fait de la loi. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci, Jolie. À présent, je propose que nous puissions passer au dernier sous-terme, le troisième. Il est intitulé « Les démarches de la CNRF dans la définition du cadre adapté pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dans la promotion de la culture d'approche fidèle à l'esprit de l'AML par les acteurs du secteur financier, nous voulons dire institutions financières, compagnies d'assurance et opérateurs de monnaie, y compris monnaie électronique. Ce sous-terme sera animé par M. Emmanuel Tabou. Emmanuel, vous avez la parole. Merci de la parole m'accorder pour échanger autour du thème « Les démarches de la CNRF dans la fixation du cadre adapté pour lutter contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme et dans la promotion de la culture d'approche fidèle à l'esprit de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme par les acteurs du secteur financier, les institutions financières, notamment les assurances et les opérateurs de monnaie électronique. » Nous allons devoir échanger autour de ce thème sur pratiquement 2 points essentiels. La situation de la loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Qu'en est-il de ces démarches faites par la CNRF? Le deuxième point, nous allons aborder la promotion et la culture d'approche fidèle à l'esprit de lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme par les acteurs du secteur financier. Et nous allons clôturer notre propos comme naturellement par une conclusion et 2 recommandations. Abordons le premier point relatif à la situation de la loi de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Qu'en est-il des démarches de la CNRF? Ce point également, nous allons vouloir ici l'évoquer sur 2 points essentiels. C'est d'abord la situation de la loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme par les recommandations de GAFI. Mais également, nous allons voir quelles sont les innovations de ce projet de la nouvelle loi concernant essentiellement les institutions financières. En ce qui concerne la situation de la loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, au regard des recommandations des GAFI, cette loi était jugée dans la plupart de toutes ses articulations non conformes quant à la conformité technique. Donc, sur le plan de la conformité technique,
4 recommandations ont été jugées largement conformes, 21 recommandations partiellement conformes et 15 recommandations non conformes. Sur le plan de l'efficacité, c'est en fait les 11 résultats immédiats ont été jugés faibles. Donc, les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme de la République démocratique du Congo est faible par rapport aux 11 résultats immédiats. Alors, par rapport à cette situation qu'a présenté les rapports d'évaluation mutuelle de la RDC, il y a eu 18 actions qui ont été recommandées par le groupe d'action contre le blanchiment d'argent d'Afrique centrale, GABAC en sigle. Et c'est de ces 18 recommandations que la RDC a eu à élaborer un plan d'action. Alors, par rapport aux démarches de fixation de cette loi, il faut retenir qu'au jour d'aujourd'hui, après que les experts de la CNRF aient eu à travailler sur ce projet de loi en prenant en compte les différentes lacunes qu'on a identifiées dans les rapports d'évaluation mutuelle, leur avant-projet de loi est parti au niveau du ministère des Finances. Le ministre des Finances l'a présenté au gouvernement et le gouvernement l'a amené au Parlement. Au niveau du Parlement, cette loi a été reçue et envoyée à une commission tripartite pour l'examen approfondi. Il ne reste que cette commission tripartite puisse se réunir, après quoi envoyer le projet de loi à l'Assemblée nationale pour son adoption. Au niveau des innovations du projet de la loi, qui concerne essentiellement les institutions financières, il faut dire qu'il y a l'introduction de tout un chapitre sur le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Mais aussi, il y a eu une autre innovation, c'est ce qui est considéré comme des titres additionnels, c'est les sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et au financement de la prolifération des armes de destruction massive. Et il y a également une autre innovation qui est liée au renforcement des vigilances à l'égard des personnes politiquement exposées et les bénéficiaires effectifs. À ce sujet, il faut souligner que la Banque mondiale a voulu à ce que cette notion de vigilance à l'égard des personnes politiquement exposées soit incluse au niveau de notre loi. Et la loi a pris en charge cet élément des personnes politiquement exposées. Il en est également des bénéficiaires effectifs parce que c'était une lacune majeure qui a été identifiée au niveau de la loi 04/016. Le bénéficiaire effectif n'avait pas été identifié dans cette loi. Les slides suivants. Parlons maintenant de la promotion et de la culture d'approche fidèle à l'esprit de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme par les acteurs du secteur financier. À ce propos, nous allons également échanger autour de ce point sur des considérations. D'abord, les principales obligations des assujettis. Les institutions financières et essentiellement ici les assurances, ainsi que les opérateurs de monnaie électronique, leurs obligations pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et puis, nous allons voir en deuxième lieu la situation des déclarations des soupçons des assujettis à la CNRF. Abordons le premier point sur les principales obligations des assujettis. Elles sont au nombre de 4. La première obligation, c'est l'identification et la vigilance constante des clients. Donc, il est demandé aux assujettis de connaître son client, mais aussi d'avoir une vigilance à tout moment de ses clients, les clients habituels comme aussi les clients occasionnels. La deuxième obligation, c'est la mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Donc, il est normal que les assujettis puissent mettre en place un service, sinon une direction de conformité avec tous les dispositifs essentiels pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que la prolifération. La troisième obligation, c'est l'obligation qui consiste à la conservation des documents et des informations qui doivent être conservés pendant 10 ans. Enfin, vous avez la déclaration des opérations suspectes.
cette obligation est très importante par rapport à ces 4 obligations. Parlons de la situation de déclaration des soupçons des assujettis à la SNRF. Il faut dire que si hier, il n'y avait pas plus de déclaration d'opérations suspectes, parce qu'il n'y a que par an, on peut donner les statistiques de 10 déclarations d'opérations suspectes qui ont été transmises au niveau de la SNRF par les établissements de crédit. Aujourd'hui, tout de même, on voit qu'il y a une amélioration par rapport au nombre de déclarations d'opérations suspectes. Le slide suivant. Pour clôturer, comme je le disais, en conclusion, pour que cette lutte soit efficace, il est demandé qu'il y ait l'implication des assujettis dans cette lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et comme recommandation, c'est en fait des précautions à prendre pour éviter que les pays ne soient classés sur la liste grise. La première précaution consiste à l'implication des assujettis et des autorités de réaliser dans les délais le plan d'action. Et la deuxième précaution, c'est toujours l'implication, mais cette fois-ci, c'est l'implication des partenaires nationaux et internationaux dans les délais. Ils doivent s'impliquer dans les délais et cela attend. Merci pour votre humble attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Des questions. Oui, les questions, il y en a énormément. Il y en a énormément, mais faute de temps, encore une fois, nous allons prendre juste 2 questions, Emmanuel. Et je vais tout de suite vous poser la première question que nous avons reçue de l'audience. Est-ce que le projet de loi qui est en gestation couvre toutes les 8 recommandations qui ont été faites à la RDC? Et cette question, en fait, poursuit en précisant que parfois, en République démocratique du Congo, il n'est pas toujours question de textes, mais plutôt de la mise en application des textes. Est-ce qu'il y a des mesures qui vont dans le sens de pouvoir s'assurer que cette nouvelle loi, quand elle sera en vigueur, elle sera effectivement mise en application sur le terrain? Vous pourrez répondre à celle-là, puis nous passerons à la deuxième. Emmanuel, vous nous écoutez? Oui, si j'ai bien posé. Je pense qu'il y a un souci au niveau de la technique avec la connexion d'Emmanuel. Attendez. Je veux peut-être demander… Vous m'entendez? Vous entendez, Emmanuel, mais avec beaucoup de difficultés. Je vais proposer que vous puissiez d'abord entrer en contact avec l'équipe technique pour résoudre la difficulté et peut-être voir si on peut vous répondre avec… C'est bon maintenant. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y, Emmanuel. Ouais, j'étais en train de dire que concernant les 18 actions prioritaires, les 18 actions n'ont pas ici été toutes relevées au niveau de la loi. Il n'y a qu'une seule action qui concerne la révision de la loi et d'autres textes d'application pour les conformer aux normes et aux standards internationaux en matière de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Le projet de la loi qui se trouve au niveau du Parlement prend en compte les différentes observations des GABAC dans les différents critères des recommandations. Vous avez 40 recommandations des GAFI. Ces 40 recommandations, à l'air sans, il y a des critères. Et il faut insérer dans le projet de la loi les différents critères qui ont été considérés comme non remplis ou remplis tout simplement partiellement. Voilà la réponse que je peux donner à cette préoccupation. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a une deuxième question qui est posée par le public, c'est celle de savoir votre appréciation de la mise en application de la loi de 2004 par les autres acteurs du secteur financier, dont les sociétés d'assurance, les sociétés de mobile money
et d'autres intervenants qui ne sont pas strictement les banques, parce que nous avons noté qu'il y avait beaucoup plus d'accent sur les banques, mais est-ce que les autres acteurs, à votre avis, appliquent aussi la loi qui existe déjà, qui est en vigueur, celle de 2004? Oui, il faut dire que cette loi de 2004 qui lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une loi qui n'est pas connue par la majorité de la population congolaise, y compris même certaines autorités, curieusement. Voyez-vous, vous avez les gens qui sont dans les secteurs judiciaires, certaines personnes ne connaissent pas cette loi. Vous avez les institutions financières, quelques institutions ne connaissent pas cette loi. Vous avez certains secteurs, les secteurs d'assurance notamment, ne connaissent pas cette loi. En fait, ici, il est question de pouvoir passer à la sensibilisation. Il y a une sensibilisation tout azimut qui doit être faite et c'est même une des recommandations également de DABAC. Donc, il y a ces défis qui est à relever. C'est parmi les actions que nous devons réaliser par l'implication de tous les acteurs. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel, de votre intervention et de vos réponses à ces différentes questions, malgré les difficultés techniques que vous avez pu rencontrer. Merci encore. À présent, je vous propose de pouvoir entendre le mot, en fait, la conclusion, je vais dire, à tout l'exposé qui a été fait. Il est important de pouvoir noter que la République démocratique du Congo, dans son effort de pouvoir mettre en place un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a mis en place, en fait, a pris une loi et a mis en place un dispositif pour pouvoir accomplir toutes les diligences nécessaires et empêcher la commission de ces crimes financiers. Malheureusement, de l'évaluation qui ressort de la mise en pratique de cette loi et du fonctionnement de cette disposition mise en place, il ressort qu'il y a encore des faiblesses. Malheureusement, des faiblesses importantes qui peuvent conduire à l'isolement de la RDC de l'environnement financier international, ce qui serait quand même fatal pour tous les opérateurs économiques qui œuvrent dans ce pays et aussi pour l'économie du pays lui-même. Et donc, pour faire face à ces défis-là, tous les acteurs clés de l'environnement financier de la République démocratique du Congo sont impliqués dans un travail de correction, dans un travail d'implémentation d'un certain nombre de recommandations qui ont été faites par des institutions internationales pour s'assurer, d'une part, que l'environnement soit assaini de tous ces crimes qui polluent effectivement les secteurs financiers, mais aussi s'assurer que la RDC ne soit pas isolée des autres pays en ce qui concerne les transactions financières internationales. Sur ce point-là, il est important de noter également que la CNRF et tous les autres acteurs étatiques sont en train de pouvoir mettre en place des mesures qui permettent d'améliorer également la surveillance de tous les acteurs privés qui sont appelés à appliquer la loi qui existe et aussi la loi qui est en gestation, qui pourra éventuellement être adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République dans les jours à venir. Je vous dis merci de votre attention, mais avant de pouvoir aller finir effectivement avec ce webinaire, je vais vous proposer d'écouter les mots de fin. Alors, le mot de la fin sera prononcé par M. Patrick Nkongo. Avant qu'il prenne la parole, je vais très rapidement vous le présenter. M. Patrick Nkongo est directeur général adjoint du FPM. M. Patrick a 14 ans d'expérience dans le secteur bancaire en République démocratique du Congo. Il a travaillé d'abord à la Procrédit Bank, aujourd'hui appelée Equity Bank ou Equity BCDC. Il a par la suite travaillé avec Bank of Africa.
et il a poursuivi à Standard Bank. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, il est directeur général adjoint de FPM SA depuis 2019. Patrick, vous avez la parole. Bonjour à tous. Madame la coordinatrice de l'ASBEL de Bankers Club, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers participants, au terme de cet enrichissant webinaire sur les crimes financiers, état des lieux de la lutte anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC, nous comprenons que cette question est devenue plus transversale, touchant plusieurs secteurs d'activité et plusieurs acteurs. Jadis, la question était beaucoup plus adressée au niveau du secteur financier et avec un accent particulier sur les banques. Et là, on parle aussi des institutions de microfinance, des coopératives d'épargne et de crédit et les sociétés d'assurance et aussi les sociétés financières, notamment les FPM, SA. Donc, il y a beaucoup d'efforts à mener pour amener notre pays à s'aligner aux meilleures pratiques face à un faible taux d'inclusion financière de moins de 20% et les pays est coté à risque élevé. Si nous voulons améliorer notre taux d'inclusion financière, je crois que les dispositifs réglementaires doivent s'aligner aux standards internationaux. Permettez-moi de réitérer mes remerciements respectifs à l'organisation des Bankers Club, dont le travail sur les problématiques du monde financier n'est plus à démontrer, pour avoir organisé cette rencontre avec l'FR. Aux différents experts de ce webinaire qui ont bien voulu partager leurs expériences et expertises avec les participants, qui, je comprends, ils ont tiré profit. En choisissant de réunir les professionnels de la lutte contre les crimes financiers dans ces forums, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre les acteurs engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous conviendrons tous que les crimes financiers restent l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue et absolue nécessaire si nous voulons enrayer les menaces croissantes qu'il fait peser sur le secteur financier congolais. Comme vous le savez, les institutions financières, les banques, les IMF, les COPEC, les sociétés financières, toutes confondues, ont un rôle éminent dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Qu'il s'agisse de la Banque centrale du Congo en tant que régulateur qui fixe les cadres, des banques commerciales, des institutions de microfinance, des coopératives d'épargne et de crédit, des sociétés d'assurance ou des sociétés financières comme l'FPM SA que je représente aujourd'hui, et les organisations favorisant l'inclusion financière comme l'FPM ASPEL. J'ajouterai aussi les corporations professionnelles comme l'ACD, l'ANIMEF, l'Association nationale des institutions de microfinance, et l'APROSEC, l'association professionnelle de coopératives d'épargne et de crédit. Toutes ces personnes sont engagées afin d'assurer aux personnes physiques et morales des transactions sécurisées dans un environnement sain. Dans cet ordre d'idées, il vous a été présenté l'action de la CNRF, que nous félicitons par ailleurs pour sa détermination constante, visant à améliorer et faire respecter les cadres AML en RDC. Elle incarne ces volets répressifs du dispositif national de lutte contre le blanchiment d'argent, qui constitue le prolongement de l'action des institutions financières et qui donne même un sens au final. Aussi, vous avez suivi les brillantes pratiques adoptées par les banques
pour combattre ces fléaux en dépit des insuffisances du cadre existant. Et je crois que ces pratiques peuvent bien s'implémenter au niveau des institutions de microfinance, des coopératives d'épargne et crédit, des sociétés d'assurance, donc toutes les personnes engagées. Enfin, vous avez pris connaissance des pertinentes conclusions de l'étude sur les mécanismes nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux en RDC, menée par le FPM Aspel, et une modeste contribution de notre institution à cette cause commune. Rassurez-vous que les questions de blanchiment des capitaux sont au cœur de gouvernance de FPM. C'est à la suite de cette étude et dans le cadre des récentes évolutions réglementaires que le FPM a initié d'importantes réformes dans son processus de financement et d'assistance technique des institutions financières. En ce qui concerne le financement, les évaluations des dispositifs AML sont mises en priorité avant toute entrée en relation. Et en ce qui concerne l'assistance technique, l'évaluation des dispositifs existants au niveau des institutions financières permettent d'élaborer des plans d'investissement dans le but d'offrir aux institutions financières un cadre adéquat pour se couvrir contre ces risques. Et j'ai saisi ici l'occasion de saluer la collaboration de nos institutions financières partenaires à travers le pays, que j'ai vu très engagés lors de ces webinaires, ainsi que leurs efforts constants pour l'amélioration de leurs dispositifs AML. C'est un sujet qui n'est pas facile. Avec la volonté de tous, nous allons y arriver. Il est donc important de continuer à renforcer la coopération entre acteurs de la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris à travers des ateliers comme celui-ci. Mesdames et messieurs, chers participants, les enseignements tirés des échanges au cours de ces webinaires devraient vous permettre non seulement d'avoir une vue d'ensemble sur les avancées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en RDC, mais aussi d'améliorer davantage chacun en ce qui les concerne ces dispositifs internes afin de ne pas se rendre complices, parfois sans se rendre compte, des criminels financiers qui opèrent dans ces pays et dans le monde. Vous conviendrez certainement avec moi qu'aucun investisseur ne fera des affaires dans un pays instable et à la merci des criminels de tout acabit. Une fois encore, je vous remercie de votre aimable attention et intérêt durant ce webinaire. Merci, Jean-Sport. Merci beaucoup, Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. À vous tous qui avez participé à ces webinaires, à nos intervenants experts et au FPM, à The Bankers Club, nous disons merci et nous vous souhaitons une bonne suite de la journée. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.